Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode avec un petit goût de déjà-vu parce que mon invitée d'aujourd'hui, tu la connais déjà. C'est Alison du podcast Les Maternelles Dégenrées. Il y a quelques semaines de cela, tu as découvert Alison avec un épisode où on traitait plus spécifiquement la notion de consentement, comment l'expliquer à ton enfant et comment lui apprendre en fait à avoir le droit de dire non, à faire respecter son propre consentement. Aujourd'hui, j'ai demandé à Alison de revenir pour un nouvel épisode pour aborder cette question que tous les parents ont à faire face à un moment donné et que certains d'entre nous ont un peu peur de répondre. C'est la fameuse question « Comment on fait les bébés ?» Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, Alison va nous partager les clés de comment répondre à cette question. En fait, c'est ce qu'elle a développé dans un de ses ateliers Cocos, où elle explique aux enfants et aux parents comment aborder cette question. Et j'ai la chance aujourd'hui qu'elle puisse partager de nouveau sur le podcast ces clés pour te permettre de savoir, toi, comment accompagner ton enfant quand il te pose la question « Dis maman, dis papa, comment on fait les bébés ?» Eh bien, Alison te partage toutes les clés dès maintenant. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Alison, je suis hyper contente de te revoir de nouveau sur le podcast. Bonjour Maude, ravie d'être de retour. Pas pour nous jouer un mauvais tour, hein. Non. On n'est pas comme les Pokémon et la Team Rocket. Non, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour toi qui écoutes ce podcast, il y a déjà eu un premier épisode avec Alison, qui est l'hôte du podcast Maternelles Dégenrées, et on avait abordé la notion de consentement avec Alison. Et aujourd'hui, on vient avec un nouveau sujet de discussion auquel les parents font tous face à un moment donné. C'est cette fameuse question « Comment on fait les bébés ?» Justement, Alison, toi, c'est un des ateliers que tu proposes dans tes ateliers Cocos, si je ne m'abuse. Exactement. Et du coup, comment tu pourrais conseiller les parents qui écoutent le podcast faire face à cette question? Parce que généralement, nous, en tant que parents, on est très mal à l'aise parce qu'on y voit l'aspect adulte lié à notre sexualité, du comment, alors que ce que tu vas nous dire, c'est que finalement, l'enfant, il voit pas ça comme ça, lui, c'est pas ce qu'il attend. C'est ça. En fait, quand j'ai préparé les ateliers Cocos, j'en ai discuté autour de moi et il y a plusieurs adultes qui me disaient ô combien ça leur faisait peur d'avoir cette question venant d'enfants, mais encore plus de leurs enfants. Leur enfant. Comment on fait pour réagir à cette question? Et puis on le sait, les enfants, ça prend pas un moment bien particulier quand vous êtes tranquille chez vous, au calme, à table, seul, et que vous êtes prêt ou prête psychologiquement à accueillir cette question. Non, cette question, elle va débarquer au moment le plus inattendu et on le sait, parce que les enfants sont comme ça Ils ont ce et pouvoir. c'est génial. Ils sont tellement surprenants et surprenantes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait peur à beaucoup d'adultes. Je me suis dit, je vais aller chercher, je vais aller me renseigner un maximum pour, connaître un peu les clés de comment on peut répondre à cette question au niveau des enfants. Mhm. Parce que nous, en tant qu'adultes, eh bien, on a plein d'images mentales qui sont des images qui sont, on va le dire, très sexualisées, Bien sûr. d'adultes, alors que les enfants, ils n'ont pas du tout ces images dans leur tête. Et franchement, Vaut mieux, hein. j'espère qu'ils en ont le moins possible, entre 3 et 6 ans. Et l'idée, en fait, c'est de, répondre à leurs questions, à leur hauteur, en leur donnant des vraies informations, mais les informations dont ils ont et elles ont besoin à ce moment-là.
Et donc, dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien dire, c'est si on vous pose la question, d'abord, retournez la question à l'enfant. Ah, ça, c'est le b.a.-ba. Comme Pour ça, pas on sait de tomber. où on part. En plus, ça vous permet de respirer. Comme Mm. ça, on pose la question à l'enfant et on voit ce que l'enfant connaît déjà et ce qu'il en sait déjà et justement les images mentales qu'il ou elle a déjà dans sa tête. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est aussi ce qu'on apprend quand on fait un nouvel apprentissage avec les enfants en didactique, c'est partir des représentations des élèves pour construire l'apprentissage ou pour déconstruire certains apprentissages qui seraient plus ou moins corrects, quoi. Et donc voilà, donc retourner la question à l'enfant. Ah, bah toi, comment tu penses qu'on fait les bébés? Et puis, alors moi, on va parler, ensemble de, ce que je propose durant l'atelier coco sur comment on fait les bébés. Mais, je pense qu'en tant que parent, eh bien, s'être renseigné soi, c'est intéressant comme C'est oui, toujours ça peut aider. et puis, se poser la question à soi-même, bah, est-ce que je me sens capable à ce moment-là de répondre à la question? Est-ce que j'ai besoin, pour X ou Y raison, d'envoyer l'enfant vers une autre personne ou vers un support? Ou est-ce que moi, je me sens capable de répondre à cette question? Mm. Et bah, si on ne se sent pas capable, ça peut arriver pour plein de raisons. Eh bien, ne pas hésiter à demander de l'aide, que ça soit par rapport à un matériel, bah, par exemple, chercher des livres, chercher des outils pour en parler, pour s'aider, s'outiller soi-même et outiller l'enfant, ou bien bah, demander de l'aide à une autre personne de confiance. Tu sais, Voilà, par ça rapport c'est à ça, tes deux conseils finalement de ton approche, c'est un, de dire, de questionner l'enfant, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et deux, bah, si jamais on ne se sent pas, de temporiser la question en disant, bah, je vais demander de l'aide, je vais me renseigner, je ne sais pas comment te l'expliquer, je vais me renseigner. Ça, c'est fondamental, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est quelque chose que j'ai, moi, appris, découvert, en tout cas j'ai posé des mots dessus, avec le livre que tu connais très certainement de Charline Vermont, Corps, amour et sexualité, où effectivement elle a cette approche de dire, mais on questionne l'enfant sur qu'est-ce qu'il connaît et donc avoir son niveau de connaissance des choses pour justement ne pas aller au-delà de ce qu'il est prêt à entendre. Et puis, eh ben, quelquefois, soit on ne sait pas comment aborder la question, mais pas juste, ah, mais tu m'embêtes avec ta question, tu vas pas botter en touche, mais dire, mais j'ai entendu ta question, je ne sais pas comment répondre ou je ne sais pas comment y répondre avec les bons mots et je vais me renseigner et revenir plus tard. Et je trouve ces deux notions très importantes effectivement la première tentative de réponse en fait finalement voilà, comment c'est accueillir ça la et question. voilà et puis, ça, je sais que toi aussi tu comptes beaucoup à cette chose de se déculpabiliser parce qu'on n'a pas Mmh, réponse à tout. Que exact. ça soit sur ces questions-là, mais sur toutes les questions des enfants, parce que les enfants ont plein de questions, on n'a pas réponse à tout à la minute et se dire à soi-même que c'est OK si parfois on n'est pas capable de répondre du tac au tac. Mmh. Et par contre, moi, ce que je trouve intéressant, et le conseil, c'est vraiment de pas, par contre, laisser la question en suspens, de pas Ah, laisser de tabou. ouais, d'accord. D'essayer, de si on dit à l'enfant: «On y reviendra plus tard», vraiment d'y revenir plus tard. Mmh. C'est Parce d'honorer que, sa promesse. l'enfant, s'il a posé la question, il attend des réponses et il ou elle va chercher des réponses et c'est chouette d'être, justement, la personne qui va pouvoir guider ces réponses via d'autres personnes ou via d'autres outils si besoin. Mais en tout cas, de dire à l'enfant: «J'ai entendu ta question» Mmh. et Et, on cherche ou je cherche, en tout cas moi en tant qu'adulte, et à y répondre. Et pas justement botter en touche et compter sur le fait de oh, ça va lui passer, il va oublier. Non, un enfant n'oublie pas. Et le risque, c'est que justement, si nous, en fait, quand l'enfant nous pose la question, c'est que finalement, pour lui, on est l'adulte de confiance, l'adulte référent pour lui. Et que si on ne remplit pas ce rôle à ce moment-là, déjà d'une, le risque, c'est que l'enfant se dise, bah, en fait, je peux pas compter sur lui ou elle pour répondre à mon besoin, à ma question quand j'ai besoin. Deux, bah, elle n'est pas de confiance parce que elle me dit qu'elle va revenir, mais elle revient pas. Et à un moment donné, l'enfant, il cherchera à savoir. Et le risque, il est grand, c'est qu'il trouve un autre moyen et qui sera pas spécialement le plus adapté et le meilleur qui soit pour justement répondre à ces questions. Donc je te rejoins complètement, c'est vraiment de tenir sa parole, quoi. Je vais me renseigner et je reviens vers toi. Mais pas juste,
On met ça sous le tapis, il va oublier, c'est bon. Voilà et se dire que, bah, si en tant qu'adulte on ne se sent pas, eh bien demander de l'aide. Il faut pas culpabiliser de demander, un coup de main. Exactement. Et puis après, eh bien, c'est, répondre à la question. Ce qu'on dit souvent, c'est le minimum. Donner des informations qui sont correctes, mais, assez courtes et puis on voit si l'enfant, il a besoin de plus d'informations ou non. Et puis Mmh. on avance comme ça, petit à petit, marche par marche, avec, les besoins, de l'enfant. Et si on je pense, hein, moi, que si on répond en tout cas aux questions des enfants, ils vont pouvoir avoir la place pour reposer plus de questions ensuite. Tout à fait. C'est finalement la base, c'est le questionnement permanent. Dire voilà, c'est je donne un morceau d'information, ça répond à la question, oui, non, ça en appelle d'autres, oui, non, et on continue au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'enfant dise: «Ah non, c'est bon, tu as répondu, merci». Et pour ça, il existe des outils et Et donc voilà, pas hésiter et comme pour tous les outils, moi je conseille toujours d'abord, bah, si on utilise des livres, d'abord de les lire soit tout seul, toute seule en tant qu'adulte et puis, si on est OK avec ce qui est écrit dans le livre, de le proposer, à l'enfant suivant son âge ou bien de lui proposer seul ou bien, ben, d'y regarder, à 2 et si on le propose seul, c'est souvent je trouve intéressant de dire à l'enfant: «Ah bah, je te propose ce livre» ou bien de laisser un livre traîner, pourquoi pas? Mais peut-être de dire quand même: «Ah en tout cas moi j'y ai jeté un œil, je l'ai lu» et comme ça aussi peut-être que ça peut ouvrir la porte aux enfants ou aux adolescents pour revenir, discuter parce qu'on sait que, oui, heu, l'adulte connaît ce qui est écrit dans le livre. Donc c'est voilà, ouais. moi avec les enfants de 3 à 6 ans, on est souvent amené à consulter le livre avec, mais pour les plus âgés, pourquoi pas, hein, laisser aussi peut-être c'est une part d'intimité parfois pour, et de pudeur de laisser, l'enfant ou l'ado découvrir, seul, l'ouvrage et mais de lui dire: «Bah, voilà, moi aussi je l'ai lu, moi aussi je l'ai consulté» et puis peut-être dire si on se sent si tu as envie qu'on en parle, on peut en parler et puis laisser aussi, à l'autre, ben, le choix d'en parler ou non. C'est rigolo ce que tu dis parce que finalement, tu me fais prendre conscience que j'ai fait ça tout à fait inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des livres comme ça, que j'ai à la maison, qui étaient à la base dans le cadre de mon activité, pour me former moi et comprendre. Je pense, au petit, au tome sur l'intimité, les 3 petits tomes, je sais plus le titre exact. Tu l'avais mentionné dans notre premier épisode. Les petits illustrés d'intimité. Oui, les petits illustrés d'intimité, exactement. Donc j'ai ceux-là, j'ai effectivement donc le livre de Charline Vermont, Amour, corps et sexualité et les 100 questions que les enfants se posent. Et j'ai comme ça une mini bibliothèque finalement de sujets, comment dire, plus intimistes, plus voilà, qui sont à disposition de mes enfants. Ils y ont accès, mais c'est pas dans la bibliothèque générale, si tu veux. C'est pas voilà. Et effectivement, quand je mets un nouveau livre dedans, je leur dis, je dis tiens, je mets ça dedans, j'ai acquis ce nouveau livre dedans. Là, le dernier que j'ai en date, c'est un de Soline sur les 5 langages de l'amour. Voilà, c'est encore autre chose. Je dis, bah, tiens, j'enrichis cette petite bibliothèque-là de ça. Je l'ai lu. À l'occasion, j'aimerais bien avoir vos avis. Voilà. Et je sais que ma fille est très libre, donc elle va avoir tendance à prendre et à venir en parler librement. Mon grand, qui a 10 ans, commence à rentrer dans les prémices de l'adolescence. Je sais que il y a une petite fille à l'école qui a ses faveurs, tu vois, mais il est très, pour le coup, il est très pudique. Et ben voilà, justement, je l'encourage à dire, écoute, il y a ça, tu le lis comme tu veux, quand tu veux, il est à disposition. Et je sais que par moment, bah, voilà, il me dit, mais maman, il me dit pas quand il l'a lu, tu vois, il le prend, il va dans sa chambre, donc c'est son lieu intime à lui. Je sais pas s'il est en train de le lire ou c'est autre chose, mais de temps en temps, il y a des petites questions qu'il a et qu'il me pose, et je sais qu'en fait, elles viennent du livre, je sais que ça vient de sa lecture de ce chapitre-là, de ce point-là. Je dis, ah, tiens, ça me parle. Et ça me fait sourire. Et effectivement, tout ça pour dire que c'est bien. Enfin, je te rejoins sur le fait de dire avoir des livres comme ça qui sont un peu plus, comment dire, voilà, intimes. Voilà, ils sont plus intimes. Ça touche plus à de la pudeur, à de l'intimité. Bah, de laisser la porte ouverte aux enfants, de dire voilà, je l'ai lu. Tu veux en discuter, on en discute. Tu veux pas de problème. Et voilà, laisser les enfants se faire leur opinion et leur jardin secret finalement. Alors laisser ce Et jardin puis secret. avancer au rythme de chacun et chacune. Exactement, exactement.
Et du coup, pour en revenir à comment on fait les bébés, est-ce que Alors, justement tu aurais des conseils pour les parents qui disent, OK, allez, je vais me préparer à la question. Comment je fais pour me préparer à ça en fait? Est-ce que tu as des supports à nous parler, à nous partager? bah, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais en classe maternelle, c'est qu'il arrive que entre 3 et 6 ans, les enfants soient amenés à accueillir un nouvel enfant dans la famille. Et Hmm. donc, ben, il y a un bébé qui arrive dans la famille, et donc, bah, ça soulève des questions. Comment est-ce que ce bébé est arrivé? Et donc, bah, c'est assez probable que, votre enfant, vos enfants, les enfants autour de vous, autour de 3 et 6 ans, en maternelle, ben, se demandent comment on fait les bébés. Hmm. Et j'ai regardé pas mal de livres, il y en a quelques-uns qui sont chouettes, mais moi, mon préféré, c'est un qui est écrit en anglais, qui s'appelle What Makes a Baby, qui est disponible aussi maintenant en français, mais il est assez compliqué à trouver, je l'avoue, mais pour moi, il est absolument fabuleux et c'est celui qui est le mieux fait. Et donc moi, je le présente aux enfants parce que je l'ai traduit Mhm. et ça ne leur pose pas de problème que ce soit écrit en anglais, je leur dis à l'avance. Et moi, je leur lis en français, je leur dis aussi. Et ce que j'aime dans ce livre, en fait, c'est bah, qu'on va parler d'un ovule qui rencontre un spermatozoïde. Ils vont se rencontrer, échanger un tas d'informations et ils ont besoin d'un endroit pour grandir. L'endroit pour grandir, c'est un utérus. Et ils vont grandir dans l'utérus. Il y a des personnes qui ont des spermatozoïdes, il y a des personnes qui ont des ovules, il y a des personnes qui ont des utérus. Et puis, parfois, cette toute petite chose va grandir et parfois elle ne va pas grandir. Et puis si elle grandit, on peut voir les différentes étapes. Et puis ensuite, on va parler de l'accouchement, qui peut se passer par césarienne ou par voie basse. Mhm. Et puis on dit que bah, parfois ça peut durer longtemps, parfois ça va très rapidement, parfois ça peut faire mal, parfois ça ne fait pas mal et parfois ça peut faire très mal. En tout cas, on attend avec impatience la venue du nouveau bébé. Je trouve que ce livre, déjà, il est très beau parce qu'il est rempli de couleurs. Il parle vraiment au niveau des enfants et on répond à leurs questions C'est avec des factuel. éléments qui sont scientifiques et avec bah, des vrais mots. Voilà, moi, c'est pour ça que je l'adore. Et donc, dans l'atelier Coco sur comment on fait les bébés, ben, je commence avec ce livre pour répondre aux enfants comment sont faits les bébés. Très simplement, Et finalement. puis, très simplement. Et puis après, je garde toujours avec moi le petit illustré de l'intimité, tome 3, au cas où j'ai des questions. Parce que là, ben, en fait, c'est un peu comme une encyclopédie, ce livre. Et donc, ben, on peut retrouver quelques illustrations si on a besoin de revenir sur certains sujets. Et j'aime bien aussi utiliser un livre qui s'appelle Comment fait-on les bébés, qui est des éditions La Joie de lire. Alors là, je lis pas tout, mais en tout cas, il y a 2 planches que j'aime beaucoup où on voit la personne qui porte le bébé, son corps qui change Mhm. et le développement aussi à l'intérieur. Et ça, je trouve ça intéressant d'expliquer aux enfants que toute la croissance et du corps qui grandit et du corps de la personne qui porte le bébé qui change en Qui même temps. change. C'est rendre visible, en fait, la partie invisible. Un enfant voit sa maman normale au début, ok, il y a un bébé, ok, très bien. Puis, au fur et à mesure, quand même, ben, le corps de maman, il change. C'est ça. Et puis aussi dire, bah, en fait, le corps, il change pendant toute la vie. Toi, tu grandis, ton corps est en train de changer. Bah, les adultes qui sont autour de toi avant, ils et elles ont été des enfants. Avant, ils ont été des bébés. Et ça, c'est quand même des concepts qui sont à développer, qui sont en apprentissage Bien chez sûr. les enfants d'âge de maternelle. Mais voilà, on peut déjà leur dire, leur montrer des photos par rapport à ça. C'est toujours assez intéressant. Et dire, bah voilà, le corps, il change pendant toute la vie. Tous les corps sont différents. Le corps, il change pendant toute la vie. Et justement, bah, avec ces 2 planches, bah, on peut voir le corps qui change. Ça, je trouve ça très sympa. Et puis, ce que j'adore, c'est un livre qui s'appelle Pendant 9 mois. C'est Mhm. aux éditions Milan. Et là, on compare la taille du fœtus Bébé. par rapport à des aliments. Oui. Et en fait, donc on va voir comme ça le développement
Et puis on va raccrocher à des choses que les enfants connaissent et on va un peu dire, bah, ce qui se passe et comment le bébé se nourrit, dire qu'il entend déjà à l'intérieur. Donc c'est toutes ces petites choses. En fait, on répond aux questions qui intéressent les enfants. Les enfants, ils s'intéressent à des choses, assez simples. Bah, comment il fait pour manger? Comment il fait pour boire, pour respirer? Comment ça va se passer, l'accouchement? Qu'est-ce qui va se passer dans la famille? Et puis, bah, en fait, c'est, ben, moi, je vais ressentir plein d'émotions et on ressent plein d'émotions. Toutes les personnes de la famille ressentent plein d'émotions et pendant l'attente et après, l'accouchement et alors, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions-là? C'est ça. C'est parce que c'est un vrai chamboulement, justement, pour un enfant, de passer du statut d'enfant dans une famille, d'ailleurs, qu'il soit le premier ou le deuxième ou autre, à celui de bah, il y a un plus petit qui arrive derrière moi, qui requiert beaucoup d'attention, et moi, et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Moi, j'ai pas demandé à avoir un frère ou une sœur, et donc effectivement, ça fait beaucoup d'émotions à, à accueillir finalement. C'est ça. Que ce soit de l'impatience d'avoir que le petit frère ou la petite sœur arrive, ou au contraire la peur de dire mais il y a un nouveau qui va venir, qui va prendre ma place, et moi je vais devenir quoi? Et puis, c'est plein d'émotions qui peuvent se mélanger aussi parce qu'on Mm. peut être content et avoir peur, on peut être triste, en colère, enfin, il y a plein d'émotions qui peuvent, vraiment, se mélanger et c'est ça que dans cette question comment sont faits les bébés ou dans cette attente d'une naissance, ben, pour moi, il y a plusieurs étapes. Il y a, la création, comment sont faits les bébés et puis il y a la grossesse, le corps qui change, les corps qui changent, l'accouchement et puis comment on s'occupe de ce nouvel être et qu'est-ce qui provoque ce nouvel être dans la famille? Donc, par exemple, je vais parler, de l'allaitement, je vais parler, bah, de l'allaitement au sein, de l'allaitement au biberon, des 2. Et puis, il y a un livre que j'adore sur, l'arrivée du bébé, c'est, Un petit frère et moi alors. C'est de Béatrice Grumler et Julie Brouan aux éditions, Mango Jeunesse et c'est l'histoire d'un enfant qui, vient d'avoir un petit frère et ses 2 mamans s'occupent du petit frère et donc ben, elle ressent pas mal de colère, cet Ouais, enfant et il y a une des 2 mamans qui va lui expliquer, comment l'amour peut se multiplier et c'est mm, une très belle image, en tout cas moi que je trouve très chouette comme, image, c'est l'image de la bougie. ouais. Et donc, la maman explique que, son amour peut être représenté par la flamme de la bougie et que grâce à la flamme de sa bougie, on peut allumer une deuxième bougie et que les 2 flammes restent les mêmes. Mm. Et puis toujours avec cette première bougie, on peut allumer une troisième bougie et que les 3 flammes restent les mêmes. Et donc, l'amour, il peut comme ça se multiplier et il reste le même. Ouais. Ça se partage. En fait, il y a une expression, je crois, comme ça, qui dit qu'en gros, l'amour et le savoir sont les deux choses qui peuvent se partager sans pour autant être diminuées pour celui qui l'avait à la base, en fait. Et c'est Voilà. ça, en fait. C'est vraiment d'expliquer que, effectivement, c'est un chamboulement chez les enfants, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Ça peut être un mélange, ça peut être justement des sentiments ambivalents. Dire en même temps, ben, je l'aime, ce petit frère ou cette petite sœur, mais qu'est-ce qui me casse les pieds parce qu'il me vole ma place? Et le livre dont tu parles me fait penser à un livre que moi j'ai connu enfant. Alors, il n'est plus édité aujourd'hui, malheureusement. Et son titre, c'était Un bébé, quelle drôle d'idée. Et c'était effectivement, c'était ça, c'était l'idée d'une petite fille qui n'a pas demandé à avoir un frère ou une sœur, et qui a rien demandé, et tout le livre, elle se construit en disant, mais non, j'en veux pas, et dans le rejet en disant, mais je vais pas l'aimer. Et puis, bah, finalement, ce petit bonhomme qui arrive, il est pas si mal parce que bah, il peut aider à faire les bêtises après. Mais on voit bien qu'avec ce que tu nous partages, c'est que finalement, cette notion de comment on fait les bébés, nous, en tant qu'adultes, c'est ce qu'on disait au début, on la projette, on en a peur de cette question parce qu'on la projette sur l'aspect de sexualisé de la vie d'un adulte, alors que pour un enfant, au contraire, lui, ces questions, elles sont pratico-pratiques, factuelles, et elles sont plutôt projetées sur
mais c'est quoi qui va changer? Entre ce que je connais aujourd'hui et ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Heu, D'où ça vient? Comment? Enfin voilà. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes projections et Pas du c'est tout, ouais. Et moi, j'ai 2 anecdotes comme ça pendant les ateliers qui m'ont fait vraiment, aussi me rappeler, me remettre à la place, c'était, la première fois que j'ai présenté, cet atelier, beh, je vais pas vous mentir, bien sûr que moi aussi j'étais intimidée sûr. de, parler comment on fait les bébés devant des enfants et aussi devant leurs parents. Je me suis demandé: «Bah, comment ça va se passer? Qu'est-ce que les enfants comment les enfants vont réagir?» Donc c'est vrai que j'étais un peu stressée. Et puis, quand j'ai montré les planches, du corps, de la personne qui porte le bébé, qui change et que vraiment je leur montre, les enfants se sont attardés à la coupe de cheveux des planches et donc en fait, sur ces planches, sur ces dessins du corps qui change et donc moi je voulais qu'on regarde le ventre, de parler des hanches et là, les enfants, eux, ont vu les cheveux qui poussaient et donc moi qui avais stressé comme ça pour, parler de comment on fait les bébés à des enfants, en fait, ils se sont attardés sur quelque chose de complètement différent. Donc ça aussi, ça m'a rappelé, bah, oui, en fait, c'est léger et puis une deuxième anecdote que j'ai trouvée vraiment, très, très jolie, c'était, un des ateliers où j'ai toute une famille qui arrive, où, on a une maman qui est, enceinte et qui va bientôt accoucher. On a le deuxième parent, les 2 enfants et un des 2 enfants était ultra, ultra émotif Mmh. et pendant tout l'atelier, je voyais tout passer sur son visage. Vous savez, les personnes qui sont, vraiment, où tout passe sur le Les visage et livres je ouverts. voyais que cet enfant, il est passé par toutes les émotions comme ça. Parce que je sentais bien que vu qu'on parlait de comment on fait les bébés, eh bien, ça se bousculait énormément dans son corps et donc, je le voyais, rire énormément. Et puis tout d'un coup, cet enfant, il a commencé à pleurer et puis il était énervé et on voyait vraiment, bah, que c'est voilà, ça remue parce que, ben, c'est plein de questionnements, c'est l'inconnu Mmh. parce qu'on répond à des questions aux des enfants, mais il y a aussi cette part d'inconnu de ce qu'on va ressentir et ce qu'on ressent. C'est ça. Ah, c'est chouette ça. C'est chouette. Mais ça nous rappelle, c'est ça finalement, c'est que j'ai l'impression de rabâcher la même chose, mais tout est toujours lié aux émotions. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse nous ramène toujours à comment on accueille, comment on vit ces émotions. Et effectivement, là, en fait, finalement, cet enfant, c'était le fait de l'ambivalence de tout ce qu'il peut ressentir, de l'éventail complet des émotions face à cette future arrivée d'un frère ou d'une sœur, que ça aille de la joie de l'accueillir, à la peur de perdre sa place, à l'inquiétude pour sa maman, de l'accouchement. Enfin, c'est voilà, c'est un panel complet, complet. C'est ça, c'est plein d'inconnus et alors il faut gérer et voir un peu apprivoiser toutes ces émotions, qui nous traversent et qui nous traversent aussi en tant qu'adultes, hein. Complètement, complètement. Mais en fait, finalement, si on doit résumer l'épisode, c'est finalement de poser des questions à son enfant, de ce qu'il en pense lui, de sa compréhension. C'est de rester factuel, de se détacher de ce biais cognitif qu'on a, nous, nos projections d'adultes, de l'hypersexualisation d'avoir un enfant, et puis finalement de rester attentif, encore et toujours, aux émotions de notre enfant. C'est ça. C'est ça. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, justement, que tu voudrais rajouter, ou une ressource, ou qu'on n'a pas, voilà, qu'on a peut-être zappé au cours de Ben, notre peut-être, échange? une petite parenthèse, d'adulte, mais en fait, souvent, bah, oui, pour nous, faire un bébé, on le voit comme, quelque chose de sexualisé, mais peut-être rappeler et d'ailleurs, dans, les petits illustrés de l'intimité, ils rappellent qu'en fait, bah, il y a on ne fait pas toujours un bébé, Mmh. par rapport à une relation, sexuelle. Il y a d'autres moyens de conception. Mmh. Là, je pense à la FIV et à la PMA et donc ben, peut-être aussi se mettre ça dans notre tête, d'adulte, se rappeler ça et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien ce livre, What Makes a Baby parce qu'on parle pas justement d'actes sexuels parce que, bah, tous les enfants n'ont pas été, créés par cet acte sexuel Mmh. et à mes yeux, ben, les enfants de 3 à 6 ans, s'ils posent pas de questions par rapport à ça, ben, Ils en ont pas voilà, besoin. on prend, à leur niveau.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse d'adulte que je me permets de rajouter. Ah, mais complètement, parce qu'en plus, justement, quand on reste factuel sur la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde qui, effectivement, parvient à grandir au sein d'un utérus, ce qui n'est pas, et rappeler que ce n'est pas toujours le cas, finalement, du coup, juste en faisant ça, on a une approche hyper inclusive de tout moyen de naissance d'un enfant derrière, parce que comment le spermatozoïde rencontre l'ovule, bon, ça c'est libre à Il y a chacun, c'est différentes, l'histoire de chacun. c'est ça, il y a différentes moyens, comme il y a différentes familles. Et c'est pour ça qu'aussi pendant l'atelier, moi j'aime bien parler de personnes qui ont des ovules, des personnes qui ont des spermatozoïdes, Mm, pour essayer d'être la plus inclusive possible. bien sûr. Et puis, moi, souvent, cet atelier, comment on fait les bébés, j'aime bien qu'il soit suivi par les différents types de relations. Parce que dans l'atelier des différents types de relations, bah, on parle des différents types de familles. Et en Mm, fait, toutes les familles ne sont pas les mêmes. Il y a un tas de familles différentes. Et chaque famille a son histoire. Et ça aussi, c'est un sujet que j'aime bien ça riche. raccrocher. Ah oui, bah oui, oui, oui. J'ai envie de te dire, c'est cool parce que ça vient finalement continuer de construire une relation plus ouverte à la pluralité des choses, voilà, pas, bah non, formaté, voilà, un esprit un peu plus étriqué, on va dire, mais effectivement rester très ouvert et pour que, ouais, bah en fait, quand on dit le mot inclusif, ça veut tout dire hein, finalement, ça veut tout dire et il n'y a pas de, il y a pas de valeur jugeante ou autre derrière, mais c'est de laisser la pluralité des familles et c'est un petit peu comme ce que tu as fait l'analogie avec la bougie. On se fiche complètement de la nature de la bougie, hein, si elle est bleue, blanche, rouge, ou à partir du moment où elle allume une autre bougie, ben, voilà, ça démultiplie l'amour, ben, c'est la même chose pour les familles finalement. C'est la même chose. Moi, je te remercie en tout cas de cette précision parce que je pense qu'effectivement, elle est importante parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes histoires et après, bah, l'enfant grandissant, on peut lui raconter son histoire. Ça, c'est encore, voilà, c'est encore une autre étape. Mais Et d'ailleurs, à ce propos, sur le site internet de Élise Gravel, elle propose un tas d'affiches qui sont très intéressantes et il y en a une que j'aime, beaucoup. Il y en a une sur le consentement, mais il y en a une autre sur toutes les sortes de familles et c'est une affiche où on voit, plein de représentations de familles différentes et je trouve ça chouette aussi de montrer, aux enfants, bah, en fait, il existe plein de sortes, de familles et je trouve que les représentations, bah, c'est important dans le oui. développement, de l'enfant et donc essayer de montrer, ben, des représentations, les plus ouvertes possibles. Ouais. Tu as sous cette notion de famille, justement, alors je me souviens plus du titre exact, je le mettrai en description parce que quand on aura terminé l'enregistrement, j'irai le chercher dans la bibliothèque de mes enfants. Mais il y a un livre qui s'appelle Je sais pas qui, un prénom, veut changer de famille. Et c'est l'histoire d'un petit. Alors, c'est personnifié avec des animaux et qui en a marre de sa famille, sa sœur l'embête, sa maman le dispute, son papa a pas de temps avec lui. Et il s'en va et il va voir d'autres types de familles. Et voilà, il y a des enfants qui sont élevés par des couples de parents de même sexe. Il y a des familles où il y a que un maman ou une papa, où c'est la grand-mère qui prend le relais et qui élève l'enfant. Enfin, il y a pluralité de familles comme ça qui sont abordées et je le trouve, enfin, ce livre, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que justement, il présente tous les types de familles et ça montre bien que dans toutes les familles, le seul point commun qu'il y ait finalement, bah, c'est l'amour. C'est l'amour Bah, qu'il en y tout a cas, on entre... espère, ouais, on Exactement, voilà. espère. Donc, super. Bah écoute, Moi, le livre que j'adore par rapport à la famille, c'est «Et toi, ta famille?» C'est un livre de Charlotte, Bellière et là où elle représente plein de types de familles différents et j'adore et les enfants souvent, pendant l'histoire, me racontent, interviennent et disent: «Ah moi, c'est comme ça et chez moi, c'est comme ça». t'as le droit à tous les petits secrets de famille. Et non, mais parce qu'en fait, bah, chaque famille est différente. Bien sûr, et puis on a besoin aussi de s'identifier. Donc je trouve ça bien que justement il y ait de tels livres qui permettent aux enfants de reconnaître leur structure familiale et de la normaliser, quoi, voilà, tout simplement. C'est ça. Super. Bah écoute, merci beaucoup Alison pour cet échange autour de comment on fait des bébés et comment Merci on fait Maud pour pour... l'invitation. Ah bah de rien, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis, prête pour un troisième. Jamais 203, il paraît. Alors,
Pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai de nouveau sur le podcast. Donc, on se dit à bientôt. Eh ben, on se dit à bientôt alors. On fait comme ça. Merci, Maud. Merci beaucoup, Alison. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!